Alors bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire consacrée aujourd'hui à un sujet devenu incontournable dans l'évolution de nos cabinets, l'utilisation des caméras optiques et du scanner intraoral en pratique quotidienne. On entend beaucoup parler du digital en dentisterie, parfois comme une évidence, parfois comme un cap difficile à franchir, avec des questions très concrètes. Est-ce vraiment simple à intégrer dans son exercice? Est-ce réellement utile au quotidien? Est-ce rentable? Et surtout, comment passer d'un outil perçu comme technologique à un outil pleinement maîtrisé pour notre pratique au service de la précision, du confort du patient et de l'organisation du cabinet? C'est donc précisément l'objectif de cette conférence où nous allons explorer de façon concrète les clés pour comprendre le flux numérique, faciliter l'adoption de la caméra intraorale au cabinet et mieux en saisir les applications cliniques, notamment en prothèse amovible complète. À travers des cas cliniques, des retours d'expérience et exemples simples, cette session vise à apporter une vision claire, utile et directement transposable dans l'exercice. Pour nous guider, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Benjamin Evieux. Alors, Benjamin, il a un exercice mixte à la fois libéral et hospitalo-universitaire. C'est aussi le président du comité ARIA Digital, donc qui a lieu tous les 2 ans. Il est fondateur du DU de réhabilitation orale numérique de la faculté de Lyon. Et il est aussi l'informateur UFSBD. Il anime des sessions de formation sur le numérique, justement. Les prochaines étant en juin, on reviendra peut-être à la fin pour les prochaines dates. Donc, Benjamin va nous partager son expertise et son expérience autour de ces outils numériques qui transforment progressivement notre manière de travailler. Avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en cliquant sur l'icône QR, en principe, qui doit apparaître sur votre écran. On y répondra, ou alors sur le chat, et puis on y répondra à la fin de la conférence. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence. Et Benjamin, je te laisse la parole. Merci Xavier, bonsoir à tous. Avant de démarrer mon propos, je tenais à te remercier pour ta confiance et puis pour ton invitation à animer ce webinaire autour d'un sujet que je connais maintenant plutôt bien, on va dire. Et comme tu le disais à juste titre, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aborder la, pas la problématique, mais on va dire le sujet empreinte optique et surtout comment l'intégrer dans la pratique quotidienne du chirurgien dentiste. Ça, c'est clair. À travers cette conférence, il va y avoir surtout un objectif. L'idée, euh, vous le savez tous, vous l'avez vu au cours des 10, 15 dernières années, on a vu fleurir quand même de façon exponentielle le nombre de systèmes caméras sur le marché. Et aujourd'hui, les praticiens sont souvent confrontés à une problématique, c'est-à-dire quelle caméra je dois choisir parmi ce pool de caméras qui m'est proposé sur le marché par les industriels. Et en fait, ensemble, l'idée, ça va surtout être de déterminer sur quels critères je choisis telle ou telle caméra, et on verra qu'il en existe deux. Il y a surtout le critère matériel, c'est-à-dire la caméra en elle-même, mais aussi des critères associés au logiciel caméra du système choisi. Et après, on verra ensemble quelques mises en application de cette empreinte optique au quotidien sur des cas cliniques concrets, notamment en prothèse amovible, mais aussi en prothèse conjointe, pardon. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ce qu'est un scanner intraoral. Donc, les acronymes iOS, empreinte optique, caméra intraorale, tout ça veut dire la même chose avec l'acronyme français, l'acronyme anglais. Donc c'est un dispositif qui vous permet de capturer en temps réel et en 3 dimensions l'anatomie des arcades dentaires, des tissus mous et des structures intrabuccales environnantes. Cette caméra, elle fonctionne globalement toujours selon le même principe. Elles sont toutes équipées d'un faisceau lumineux, c'est-à-dire d'une LED. Donc elles vont émettre de la lumière. Cette lumière va se réfléchir sur les structures dentaires et muqueuses intraorales. Et vous l'avez certainement vu pour ceux qui sont équipés, vos caméras, elles sont équipées d'un miroir à l'intérieur de l'embout.
Et c'est ce miroir qui va capter en fait la réflexion lumineuse et via un algorithme mathématique, cette réflexion lumineuse, elle est transformée en fait en données numériques. On va créer des points et ces points vont être assemblés les uns aux autres pour créer une surface maillée qui va vous reconstruire en 3 dimensions la structure que votre caméra aura enregistrée. Et aujourd'hui, cet algorithme, il est couplé pour quasiment tous les systèmes du marché, pour ne pas dire tous à 100%, de solutions d'intelligence artificielle. Alors bien sûr, l'utilité, c'est de remplacer les biomatériaux traditionnels que vous connaissez, alginate, donc tout ce qui est silicone, tous les élastomères, pour créer en fait des modèles tridimensionnels qui vont être destinés à enregistrer des préparations périphériques pour couronne, pour bridge, mais aussi pour élaborer d'autres dispositifs médicaux comme des guides chirurgicaux, comme des gouttières de Bruxis, des gouttières d'éclaircissement, etc., etc. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'expliquais, vous avez un ensemble aujourd'hui de caméras qui sont disponibles sur le marché et il va falloir que vous fassiez en fait que vous établissiez des critères pour savoir comment je choisis telle ou telle ou telle caméra pour mon activité quotidienne. Donc là, on est vraiment sur des critères de choix matériels purs, c'est-à-dire des critères de choix qui concernent la caméra en elle-même. Le premier, c'est la précision d'acquisition de l'image de votre caméra. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une précision d'acquisition qui est fidèle et qui est élevée pour l'ensemble des systèmes caméra leaders du marché. Les études montrent que aujourd'hui, le gap s'est réduit en fait entre les marques de caméras. Là où vous allez avoir une différence significative, c'est si vous choisissez un système un peu exotique. Autre critère important qu'il faut regarder, c'est la vitesse d'acquisition. Votre numérisation aujourd'hui, elle doit être rapide pour éviter en fait d'avoir un nombre d'images qui est important, pour augmenter aussi le confort de votre patient, notamment dans le cas où vous avez des patients qui peuvent être un peu bougeons, un peu mobiles, ou des patients qui peuvent avoir un réflexe nauséeux, notamment quand vous prenez une empreinte à la mandibule et que vous écartez un peu la langue, quand vous voulez numériser les faces linguales des 6, des 7, voire des 8 du bas. Grosso modo, aujourd'hui, ce qui va faire la vitesse, la différence en termes de vitesse de numérisation, c'est pas la performance de la caméra, puisque, encore une fois, sur tous les systèmes de caméras commercialisés sur le marché, tous, au moins pour les grandes marques, la vitesse est la même quasiment. Ce qui va faire la différence dans la numérisation, dans la vitesse de numérisation, c'est l'expérience du praticien, ça c'est la première chose, et c'est la fluidité du logiciel, et surtout la performance de votre parc informatique. Il va falloir que vous ayez un ordinateur équipé d'une carte graphique suffisamment puissante pour soutenir les performances de la caméra aujourd'hui. Pareil pour la carte réseau. En termes d'ergonomie, il faut que vous, quand même, que vous regardiez le poids de la caméra. Vous avez des caméras qui sont plus ou moins lourdes, notamment celles qui sont sur batterie, puisque vous avez le poids des batteries en plus du poids de la caméra. Et le seuil à ne pas dépasser, c'est 375 grammes.
Ça, c'est le seuil maximum. Au-delà, vous êtes sur une caméra qui est assez lourde et la littérature montre que si vous prenez un certain nombre d'empreintes dans la journée, vous allez à la fin de la journée avoir une petite fatigue au niveau du poignet. Au niveau des embouts, regardez également la forme de l'embout et regardez sa largeur et son épaisseur. Pourquoi? Parce que il faut que vous ayez un embout qui soit coudé pour pouvoir numériser les faces distales, notamment des molaires. Si vous êtes sur un embout plat, vous allez avoir un peu plus de mal. Et pareil, si vous êtes sur des embouts très épais ou très larges, ben, vous allez avoir des difficultés pour numériser certaines zones intrabuccales. Donc ça, c'est un critère à bien regarder. Et enfin, en termes d'ergonomie, il faut que vous ayez une installation de votre caméra qui soit adaptée. C'est-à-dire que si vous êtes sur une unité mobile, il faut que l'écran qui est présent sur l'unité mobile soit en face de vous. Il ne faut pas qu'il soit à côté, il ne faut pas qu'il soit derrière vous, sinon vous allez vous dévisser la nuque pour prendre l'empreinte. Si vous êtes sur votre PC, si la caméra est installée sur votre PC, à ce moment-là, je vous invite à avoir un système de double écran, c'est-à-dire un écran au-dessus du fauteuil et un écran derrière vous qui est le PC source. Et vous faites tout simplement un système, vous installez tout simplement un système de double écran. En termes d'ergonomie, se posera aussi la question de savoir si on utilise un système filaire ou non filaire. Si vous utilisez un système filaire, il faut que vous ayez un fil qui soit quand même suffisamment long pour ne pas être tendu, pour que vous puissiez bouger avec votre caméra. Par contre, l'inconvénient d'un système filaire, c'est que vous allez avoir le fil qui va sans cesse passer au-dessus du patient ou sous sa nuque ou sur vos jambes et parfois ça peut être contraignant pour le praticien. Par contre, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir la caméra qui chauffe, vous n'avez pas besoin de la lancer en amont de la numérisation et vous allez avoir une qualité d'image qui, selon la littérature, est un tout petit peu supérieure par rapport à des systèmes qui sont sur batterie, puisque quand vous êtes sur batterie, donc en non filaire, les images sont transmises en fait par Wi-Fi à votre logiciel et vous avez une petite perte de qualité par l'intermédiaire de la transmission Wi-Fi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, mais les différences sont quand même statistiquement peu significatives. Si vous êtes sur un système avec batterie, vous allez avoir une ergonomie qui est quand même plus sympa puisque vous n'aurez pas le fil au milieu de vos pattes et au-dessus de votre patient. Par contre, ça va vous imposer d'acheter différents jeux de batterie pour avoir une batterie qui est toujours chargée au moment où vous avez besoin de numériser. Et comme je vous l'expliquais juste avant, il va falloir que vous lanciez en fait votre caméra en amont de la numérisation pour qu'elle atteigne une température adéquate pour qu'il n'y ait pas de buée sur le miroir de votre caméra. Au niveau des critères logiciels, aujourd'hui globalement, vos caméras, elles ont toutes des interfaces qui sont relativement simples et intuitives. Après, ce sont les habitudes de chacun. C'est comme quand vous achetez une voiture. Et ben, certains vont avoir plus d'affinité avec le tableau de bord électronique des Audi plutôt que le tableau de bord électronique des BMW, par exemple. Ça, c'est une question d'affinité. Ça ne veut pas dire qu'un système est meilleur que l'autre. C'est juste une question d'habitude et d'affinité avec le système. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est la fluidité entre les différentes étapes de votre numérisation. C'est-à-dire que si, entre le moment où j'ai fini de numériser la mandibule et le moment où je vais numériser le maxillaire, ma caméra, elle met 5 minutes de chargement,
Là, vous pouvez tout de suite oublier. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas sur aucun système. Je grossis un peu le trait volontairement, mais la différence en termes de confort pour nous, praticiens, elle peut se situer là. Et elle peut se situer aussi entre le moment où on met la caméra en stop et le moment où on veut la faire redémarrer. Parfois, en fonction des systèmes, bah, il y a une petite, il y a un petit rond qui tourne de chargement. Ça peut être plus ou moins long. Ça peut vite agacer si c'est long. Parce que l'intérêt d'une caméra, c'est de pouvoir justement faire une pause à certains moments, de pouvoir repartir de l'endroit où on s'est arrêté lors de la numérisation. Si à chaque fois on perd 10 secondes parce que, ou 20 secondes parce que la caméra elle lag, faut se questionner et il faut voir pourquoi il y a ce problème qui survient. Il faut également que vous regardiez au niveau du logiciel quel type de format de fichier informatique, sous quel type plutôt de format de fichier informatique votre empreinte optique peut être exportée, soit sur votre ordinateur, soit vers votre laboratoire de prothèse. En général, aujourd'hui, le format universel, le format standard, c'est le STL, qui est un format de fichier monochrome, ouvert, et qui peut être envoyé et accepté par tous les logiciels de CAO. Néanmoins, pour les praticiens qui souhaitent aller un peu plus loin qu'une simple empreinte optique, c'est-à-dire qui souhaitent faire de la fusion de données numériques, par exemple pour concevoir virtuellement des guides chirurgicaux ou pour établir des projets esthétiques et des projets prothétiques virtuels, vous allez avoir la nécessité de fusionner différents types de fichiers informatiques, d'empiler différents calques de fichiers informatiques, des fichiers STL, mais aussi des fichiers DICOM, mais aussi, voire des fichiers PLY. Et les logiciels qui permettent de fusionner ces types de fichiers, par exemple, je prends un exemple, le logiciel MeshMixer, eh bien, ce sont des logiciels qui n'acceptent que des formats de fichiers PLY. Donc, il faut s'assurer que sur votre système caméra, vous puissiez exporter les empreintes sous le format de fichier informatique PLY. Aujourd'hui, la plupart des systèmes caméra ont des systèmes ouverts, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une empreinte optique avec un système caméra X et il peut être lu par un logiciel de CAO Y. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où si vous preniez une empreinte avec un système, par exemple, moi, je vais prendre n'importe quoi comme système, le système, la caméra Trios de la marque 3Shape, vous étiez obligé de lire l'empreinte 3Shape sur le logiciel de CAO commercialisé par la société 3Shape. Ça n'existe plus depuis un certain nombre d'années, mais certaines marques le proposent encore, notamment Invisalign. Donc le fait d'avoir ouvert les systèmes, ça offre quand même une liberté de choix dans le partenariat qu'on souhaite avoir avec les laboratoires, puisque le laboratoire n'est plus obligé de s'équiper d'un logiciel de CAO et de FAO spécifiquement. Et enfin, ça j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, lorsque vous partagez vos données, vous allez les partager avec vos laboratoires de prothèses, mais aujourd'hui, la plupart des systèmes caméra fonctionnent selon un système cloud, c'est-à-dire que vos données de numérisation, elles partent sur un cloud qui est la propriété de l'industriel. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même d'avoir une sauvegarde interne de vos données de numérisation sur un serveur qui est localisé dans votre cabinet. Parce que si jamais, pour une raison X, Y, Z, l'industriel disparaît, fait faillite,
ou que les serveurs sont piratés, vous perdez vos données. Or, si vous avez une sauvegarde à domicile, vous ne perdez pas les données. Lorsque vous allez acheter une caméra, vous allez vous rapprocher d'un industriel. Il y a des critères, il y a des choses qui sont non négligeables quand vous faites un deal avec un industriel. Vous devez au départ avoir un accompagnement complet de la part de ce dernier. Vous devez être accompagné par la société qui vous vend la caméra. Ça, c'est indispensable. Moi, j'ai vu trop souvent, depuis 10 ans, des caméras qui restaient dans des placards parce que les praticiens les achetaient et n'étaient pas formés derrière. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Après, il faut aussi se former. On va dire par de la formation continue. Alors, ça peut être par des formations universitaires. Il y a des diplômes universitaires, comme le disait Xavier. Moi, j'en ai créé un, mais il y en a dans presque maintenant toutes les villes de France. Enfin, dans pas mal de villes de France. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous former grâce à de la formation continue proposée aussi par l'UFSB. Ça, on en parlera tout à l'heure. Et aussi, un truc tout bête, par compagnonnage. C'est-à-dire que si vous avez des praticiens dans votre cabinet qui ont déjà été formés à l'utilisation de l'empreinte numérique, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux quand vous rencontrez des difficultés au fil de votre courbe d'apprentissage. Ça, c'est important. Vous devez être en confiance avec l'industriel qui vous a vendu la caméra. C'est-à-dire que vous devez avoir des garanties qui couvrent les pannes, qui couvrent les accidents, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement souscrire une assurance, parce qu'un accident est très vite arrivé dans le cabinet. Une caméra dans le flux de la journée qui tombe, un choc, une rayure au niveau de la mire de la caméra. Ça arrive tout le temps. Les délais d'intervention, s'il y a un bug au niveau du système d'installation dans le cabinet, doivent être courts et vous devez avoir un support humain à votre disposition, réactif, plutôt qu'un service qui est distant. Ça, c'est hyper important dans la fluidité quotidienne. Et enfin, au niveau des coûts, vous allez bien sûr avoir un coût qui est associé à l'achat de la caméra, mais vous allez avoir des coûts annexes. Le changement des embouts, l'achat des batteries, le renouvellement des licences, les maintenances, les mises à jour, ça, vous devez avoir toutes les informations de façon à créer votre business plan et que vous n'ayez pas de surprise à 1 an, 3 ans, 5 ans, etc. Il y a des questions que vous pouvez poser à l'industriel pour vous guider dans le choix du scanner intraoral. La première, c'est quid du support et de l'accompagnement de la part de l'industriel? Quelle est la durée et l'étendue de la garantie de la caméra? Quel va être le délai de remplacement en cas d'une panne? Quel est le support local disponible et quelles sont les formations proposées pour m'accompagner dans mes débuts? Et quelle est globalement la durée de vie de la caméra? Quels sont les coûts associés à l'achat de la caméra? Combien va coûter le scanner intraoral et quels sont les frais récurrents? Paiement du cloud, paiement des licences? Quel est le montant annuel et la couverture des abonnements? Est-ce qu'il y a des options sans abonnement disponibles? Est-ce que les mises à jour des logiciels sont incluses dans le prix d'achat? Quelles sont les performances
de ma caméra et surtout quels sont les logiciels compatibles avec le système caméra que j'ai choisi. Si je souhaite faire de la planification implantaire avec le logiciel, allez, je donne un exemple, Co-Diagnostics, est-ce qu'il est possible d'acheter une caméra 3Shape et de faire de la planification avec le Kodiak? Non, pas possible. En revanche, si je suis adepte de l'utilisation d'un plan studio, je peux tout à fait inclure le logiciel Implant Studio sur mon logiciel caméra pour faire de la planification pour les guides chirurgicaux. Quelle est la vitesse de numérisation et quelle est la précision en termes d'acquisition des données? Quels sont les formats de fichiers informatiques d'export mis à disposition par le système caméra? Quelle est l'autonomie des batteries lorsque j'achète un système de batterie? Ça, ce sont des questions à poser à l'industriel. Et enfin, bien sûr, avant d'acheter, toujours tester la caméra. Essayez en conditions réelles sur des patients. Vous banalisez une demi-journée ou une journée avec que des cas de prothèse. Vous demandez à l'industriel de vous prêter la caméra sur la journée et vous testez l'empreinte numérique sur tous les cas de la journée avec votre laboratoire de prothèse. Ça, c'est indispensable. Il existe un certain nombre de marques de caméras qui sont présentes sur le marché. Je vous en ai mis quatre à l'écran. Sachez qu'il en existe d'autres. Aujourd'hui, les leaders du marché, vous allez avoir bien sûr toutes les caméras qui sont commercialisées par la société 3Shape, de la Trios 3 à la Trios 6. Vous allez avoir les caméras commercialisées par la société Itero. Donc, pour rappel, la société Itero fait partie du groupe Align. Et là, aujourd'hui, vous avez les dernières qui sont les caméras Itero Lumina. Vous allez avoir pardon, les caméras qui sont commercialisées par la société Dansply, dont notamment la dernière, c'est la PrimeScan 2. Vous avez aussi la PrimeScan 1 qui est un petit peu plus ancienne. Vous avez les caméras commercialisées par la société Medit. À cela, je peux rajouter les caméras qui sont commercialisées par la société Shining, qui marche plutôt bien en ce moment. Les caméras Sirius commercialisées par la société Stroman. Les caméras MyRay, MyScan commercialisées par la société Tchefla. Toutes ces marques-là, tous ces industriels qui proposent ces systèmes caméra font partie, on va dire, des 10 systèmes leaders du marché. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur les caractéristiques des uns et des autres parce que ça serait trop long sur un format webinaire 45 minutes. Mais si vous avez des questions spécifiques sur des caméras de ces marques-là, on pourra volontiers prendre le temps d'y répondre en fin de présentation. Alors aujourd'hui, euh, je pense que vous le savez tous, les systèmes, les scanners intraoraux sont tous équipés d'intelligence artificielle. Ces outils d'IA, ils vont avoir plusieurs rôles lorsque vous allez numériser et que vous allez acquérir des données. Le premier rôle de, de l'intelligence artificielle, ça va être de traiter, de nettoyer tous les artefacts que vous allez enregistrer avec votre empreinte. Un morceau de la langue, l'intérieur des joues, un petit morceau de muqueuse qui revient sur les dents. L'IA va aussi vous permettre de reconstruire certaines zones d'occultation où vous n'auriez pas numérisé correctement.
Si ce sont des zones minimes, infimes, l'IA va pouvoir vous les reconstruire. Si par contre le manque de numérisation est trop important, si la zone d'occultation est trop importante, l'IA sera en incapacité de vous reconstruire la zone et le logiciel vous le mentionnera par un code couleur. En général, c'est vert quand l'IA peut vous le reconstruire et c'est orange ou rouge quand l'IA ne peut pas vous le reconstruire. Vous avez aussi des IA génératives qui font partie des logiciels caméra. Aujourd'hui, vous avez des solutions d'intelligence artificielle qui vont vous proposer automatiquement la simulation de vos futures prothèses, de vos futures couronnes, par exemple. Ce sont les fonctions CAD ou CAD-CAM qui sont présentes dans les logiciels caméra. Ça existe. Vous allez avoir des IA qui vont vous réajuster automatiquement l'occlusion. Ça aussi, ça existe. Vous allez avoir des IA aujourd'hui qui vont vous permettre euh, de vous mentionner sur l'empreinte, un petit peu comme on avait en version physique l'indice de plaque. Et ben, sur l'empreinte optique, une IA va vous détecter les zones de déminéralisation. Vous allez avoir un indicateur aussi qui peut vous donner les poches parodontales. Ça, c'est dans les nouvelles versions des logiciels caméra. Vous allez avoir aussi des solutions de monitoring pour voir l'évolution dans le temps de votre patient. Vous allez avoir de la simulation orthodontique avec des plans de traitement avant-après. Vous allez avoir de la conception numérique du sourire, où l'IA elle va vous proposer, via des bibliothèques de dents, un DSD virtuel. Toutes ces solutions, en fait, elles sont là pour vous faire gagner du temps, pour minimiser les erreurs qui peuvent être faites lors de la numérisation. Mais attention, ça ne se souscrit pas au contrôle du praticien avant envoi de l'empreinte au laboratoire de prothèse. Et je vous mets quand même en garde sur ces outils-là. Ils sont intéressants, ils sont fiables, mais ils peuvent parfois générer certaines erreurs. C'est pour ça que le contrôle avant envoi doit être systématique. Il y a pour moi quatre piliers incontournables, quatre commandements à respecter lorsque l'on fait une empreinte optique. Le premier, c'est de maîtriser le protocole de scannage, de maîtriser le chemin de scannage. Et cette stratégie en fait de numérisation, elle est propre à chaque marque de caméra et à chaque technique de numérisation. C'est-à-dire que si vous numérisez de façon extraorale une prothèse complète, vous n'allez pas avoir la même stratégie de scannage entre les différentes caméras et vous n'allez pas avoir la même stratégie de scannage en fonction de si vous êtes à la mandibule ou au maxillaire. Donc ça, c'est vraiment une connaissance théorique que vous devez avoir avant de vous lancer dans le geste clinique. Pareil, si vous numérisez, si vous faites une empreinte numérique supraimplantaire pour un bridge de Bradmark, vous n'allez pas avoir la même stratégie de numérisation selon si vous utilisez une caméra PrimeScan ou une caméra 3Shape ou une caméra Medit. Chaque marque aura sa stratégie de numérisation. Donc ce sera à vous d'acquérir les connaissances théoriques avant de vous lancer dans le geste clinique. Il y a également des facteurs que vous devez connaître et qui peuvent entraver la bonne réalisation d'une empreinte numérique. Vous devez être au maximum à l'abri de la salive. Donc si vous avez un patient qui salive beaucoup, ben, il faut que vous utilisiez un Optragate et ou
que vous demandiez l'aide de votre assistante pour être à quatre mains avec une aspiration, notamment lorsque vous êtes en train de numériser à la mandibule, et surtout lorsque vous enregistrez les limites de vos préparations périphériques, que ce soit pour des couronnes, des bridges, des facettes, des onlets, peu importe ce que c'est, vous devez être à l'abri du sang. Ça, c'est indispensable. La caméra ne reconnaît pas le sang. Enfin, elle ne permettra pas à votre prothésiste de lire la limite s'il y a une gouttelette de sang qui est présente au niveau de la préparation périphérique. Vous devez, ça on l'a déjà vu un petit peu, vraiment faire attention à tout ce qui est ergonomie. Parce que vous allez voir que très facilement, vous allez adopter en fait des mauvaises habitudes. Vous allez vous dévisser la nuque pour regarder l'écran parce qu'il est pas pile en face de vous. Vous allez plutôt regarder dans la bouche de votre patient alors qu'en fait, il faut que vous regardiez votre écran. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, vous allez vous créer une fatigue physique. Et bien sûr, privilégier des systèmes caméra qui sont des systèmes avec un poids assez léger. Avant d'envoyer une empreinte, vérifiez toujours votre empreinte numérique avant envoi au prothésiste. Les logiciels caméra, ils nous permettent ça, ils nous permettent d'envoyer une empreinte numérique qui est exempte de tout défaut à notre laboratoire de prothèse. Et pour ça, vous avez un certain nombre d'outils qui sont présents sur les logiciels caméra, qui vont vous permettre déjà de vérifier si vous avez des zones d'occultation, c'est-à-dire des zones de manque de numérisation, des zones de contre-dépouille. Vous avez des indicateurs qui vont vous permettre d'identifier l'espace prothétique disponible avec la dent antagoniste. Vous avez la possibilité d'enregistrer numériquement la teinte de vos dents grâce au logiciel caméra. Donc tout ça, ce sont des outils qui doivent vous permettre d'envoyer déjà d'une part le maximum d'informations possibles à votre prothésiste, mais aussi d'envoyer une empreinte qui est exempte de tout défaut. Et si, une fois que vous avez terminé votre empreinte, vous voyez que vous avez une zone où il manque, par exemple, un enregistrement, une numérisation, bah, l'intérêt, c'est de pouvoir revenir et de rescanner uniquement la zone qui vous manque. Donc vous allez quand même pas perdre énormément de temps et ça vous évitera un aller-retour avec votre laboratoire de prothèse. Et enfin, et je dirais que c'est le point le plus important, quand vous voulez vous équiper d'une caméra, ne le faites pas seul, faites-le en partenariat avec votre laboratoire de prothèse. C'est-à-dire que vous devez être sûr que votre prothésiste est équipé et qu'il est formé à l'utilisation des outils numériques, c'est-à-dire les logiciels de CAO, de FAO, et qu'il est équipé des machines-outils à commande numérique qui vont lui permettre d'usiner ou d'imprimer. Et ensuite, lorsque vous allez faire vos premiers travaux avec lui, faites ensemble un retour d'expérience. Parce qu'en fait, lui, il va paramétrer un certain nombre de critères sur son logiciel de CAO, les points de contact avec leur intensité, l'occlusion avec son intensité, la forme des dents, et en fonction de vos retours cliniques, il va ajuster ses paramétrages sur son logiciel de façon à vous créer en fait une fiche personnalisée. Si vous êtes un praticien qui aime bien fermer les embrasures de vos couronnes ou de vos bridges, bah ça, il pourra le faire. Si vous préférez des surfaces de contact plutôt que des points de contact, ça, il pourra le faire. Si vous préférez une occlusion furtive parce que vous faites que de l'implantologie et que vous ne voulez pas énormément de contact, ça, il pourra vous l'adapter avec ses réglages sur le logiciel de CAO. Donc, ce numérique vous permet d'avoir un échange permanent avec le laboratoire de prothèse et c'est un outil dont il faut se servir. Alors, pour parler des situations cliniques,
Si vous démarrez, je vous conseille de démarrer par des cas simples, en prothèse fixée. Enfin, les cas simples, ça va être tout simplement des empreintes d'études, pour commencer, ou des empreintes pour gouttières, par exemple des empreintes pour des gouttières de bruxisme, pour des aligneurs orthodontiques ou pour des orthèses d'avancée mandibulaire, pour traiter l'apnée du sommeil, par exemple. Puis, sur la prothèse fixée, vous allez commencer par des petites pièces prothétiques, des couronnes unitaires, des inlays, des onlays, des overlays, des facettes unitaires, des couronnes sur implant unitaire, des bridges de petite étendue. Et progressivement, vous allez tendre et vous allez augmenter via votre courbe d'apprentissage et aller vers des choses plus complexes, c'est-à-dire des bridges de plus grandes étendues, des couronnes multiples, des bridges sur implant, des choses comme ça. Et enfin, vous allez aller vers des cas complexes où, à un moment donné du traitement, vous n'allez plus avoir d'occlusion, vous n'allez plus avoir d'engrainement entre les dents maxillaires et mandibulaires. Et là, si vous faites les formations UFSBD, bah, vous verrez qu'il y a des protocoles particuliers pour ce type de réhabilitation prothétique. Vous allez avoir des cas complexes aussi en prothèse amovible quand les patients arrivent sans prothèse, sans référence prothétique, c'est-à-dire édentés ou encore avec des dents mais sans engrainement, sans occlusion. Où là, c'est pareil, il y a des protocoles particuliers qui ont été développés par des sociétés industrielles à mettre en œuvre, mais qui nécessitent d'avoir un certain bagage technique sur le plan de l'empreinte optique et sur le plan de la manipulation des outils numériques. En prothèse amovible, je vous conseille vivement de démarrer par des prothèses amovibles partielles de petite étendue, avec des édentements encastrés, et progressivement d'aller vers des cas complexes. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez être confronté à des difficultés, notamment au niveau de la numérisation à la mandibule, sur les patients qui ont des édentements postérieurs libres ou des édentements de grande étendue. Pourquoi? Parce que vous allez avoir en fait une résorption osseuse qui va vous créer un décalage de niveau entre la partie dentée et la partie édentée. Et vous allez avoir du mal à aller numériser avec votre caméra parce que vous allez venir buter sur les dents. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que vous avez beaucoup de salive chez ces patients-là et du coup, vous allez avoir des difficultés à numériser les muqueuses. Et le troisième facteur, c'est que les muqueuses, elles sont assez réfléchissantes et elles peuvent parfois être trop réfléchissantes, ce qui empêche en fait votre caméra de capter la réflexion lumineuse. Et dans ce cas-là, il vous faudra poudrer en fait les surfaces muqueuses de façon à matifier leur surface et ainsi diminuer la réflexion lumineuse. Vous avez également la problématique de la langue. Parfois, les patients ont des langues volumineuses et il faudra être à ce moment-là à quatre mains avec votre assistante pour écarter la langue et venir numériser les zones rétromylohyoïdiennes notamment, qui sont les zones d'intérêt en prothèse amovible. Et dernier facteur, ce qui peut être très difficile, c'est quand vous avez peu de gencives attachées et la muqueuse qui revient presque au niveau de la crête édentée. Où là, en fait, vous allez essayer de numériser une structure qui est mobile et de ce fait-là, vous allez avoir sans cesse des superpositions d'images puisque votre muqueuse sera jamais au même endroit puisque vous allez écarter la joue et vous allez la faire bouger. Donc ça, c'est des protocoles aussi qu'on détaille dans la formation prothèse amovible numérique, où en fait, on est obligé à un moment donné du traitement de repasser par une empreinte physico-chimique et de la numériser de façon extraorale. Bon, ça, on l'a déjà vu, pas de souci. J'ai essayé de vous récapituler, de faire une petite checklist pour une empreinte optique idéale, notamment en prothèse fixée. Lorsque vous préparez vos dents, avant de prendre l'empreinte numérique,
il faut déjà que vous ayez détartré, poli, nettoyé, qu'il n'y ait pas de débris, que vous ayez séché la zone et que vous ayez mis en évidence votre limite cervicale. Donc pour ça, au préalable, vous pouvez tout à fait utiliser un matériau de déflexion gingivale pour mettre en évidence votre limite. Vous, bien sûr, vous séchez, vous enlevez tout le sang, vous enlevez la salive, et ensuite vous allez pouvoir numériser. Et vous allez appliquer la stratégie de numérisation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, propre à chaque système de caméra. Si on est sur une préparation périphérique simple pour couronne, grosso modo à la mandibule ou au maxillaire, vous allez toujours commencer par numériser la face occlusale des dents. Donc vous partez d'un point de repère d'une dent qui n'est pas préparée, vous numérisez la face occlusale, puis à la mandibule, vous allez basculer du côté lingual et ensuite revenir en vestibulaire. Au maxillaire, c'est l'inverse. Vous allez d'abord basculer en vestibulaire pour numériser votre zone vestibulaire. Et ensuite, vous allez finir par numériser votre zone palatine. L'idée, c'est de créer un mouvement continu le plus possible et de ne pas interrompre la numérisation. Vous le faites qu'en cas de nécessité. Enfin, vous terminez par l'enregistrement de l'occlusion. L'enregistrement de l'occlusion, il va se faire par une numérisation vestibulaire, enfin des phases vestibulaires des dents des secteurs concernés, c'est-à-dire le secteur 1,4 ou le secteur 2,3. Il y a deux possibilités, soit votre caméra, elle arrive à repositionner les deux arcades l'une par rapport à l'autre. Parfois, ce n'est pas le cas. Et en général, les logiciels sont tous équipés d'un système, enfin d'un outil de repositionnement manuel de l'occlusion. C'est-à-dire que vous allez sélectionner des points de repère sur vos empreintes initiales et sur vos empreintes de mordu, et c'est le logiciel qui, grâce à ces points de repère, va remettre l'arcade maxillaire et l'arcade mandibulaire l'une en face de l'autre. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, avant d'envoyer votre empreinte, une fois qu'elle est terminée, vous checkez bien tous les paramètres de façon à transmettre à votre laboratoire de prothèse une empreinte qui est exempte de tout défaut. Donc là, je vous l'ai remis sous la forme d'une séquence chronologique, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. On prépare la zone à numériser, donc on sèche, et là, le rôle de l'assistante, il est important parce que s'il y a beaucoup de salive, il faut qu'elle soit là à quatre mains pour prendre l'aspiration. On dégage la limite cervicale à l'aide d'une technique de déflexion gingivale. On isole la dent si nécessaire. On numérise selon le protocole qu'on vient de voir. On scanne l'arcade antagoniste puis l'occlusion. On contrôle la qualité de l'empreinte et on exporte vers notre laboratoire de prothèse. Voilà un exemple de numérisation de plusieurs couronnes au maxillaire. Donc là, vous pouvez tout à fait demander des couronnes avec un châssis de stélite, par exemple, puisque vous allez avoir une réhabilitation à faire au niveau des zones édentées. En haut, vous avez la numérisation pour une empreinte d'étude, et en bas à droite, vous avez la numérisation d'une occlusion. Donc, ce qui est bleu, c'est la numérisation du mordu, qui est superposé, pardon, avec l'empreinte optique initiale des arcades maxillaires et mandibulaires. Vous pouvez aussi utiliser le numérique pour prendre vos empreintes en implantologie, que ce soit pour des cas simples, c'est-à-dire des couronnes unitaires, ou des cas plus complexes, comme la reconstruction d'une arcade par l'intermédiaire d'un bridge complet transvissé.
Aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui plutôt, les praticiens étaient confrontés à un problème, notamment à la mandibule, c'est-à-dire que dans le cadre de notamment des empreintes pour Holon fort du bas, il y avait une difficulté pour numériser l'arcade édentée avec les émergences implantaires. La plupart des industriels ont pallié à ce problème-là en sortant des transferts d'empreintes, des scan body, qui se vissent sur les piliers coniques et qui ont une forme de drapeau. Et en fait, ces drapeaux, ils ont pour objectif d'être positionnés d'une certaine façon pour créer de la continuité entre les scan body. Ce qui permet à votre caméra de ne pas se perdre lors de la numérisation de l'arcade mandibulaire. Au tout départ, il y a une dizaine, quinzaine d'années, il y avait quand même, lors de la numérisation pour ce type de travail, une perte de précision, une déformation intrinsèque de l'empreinte compte tenu de la courbure de l'arcade, qui ne permettait pas aux praticiens d'avoir des barres supraimplantaires passives. Aujourd'hui, si vous lisez la littérature, malgré ce que je viens de vous expliquer, c'est toujours le cas. Les études scientifiques, elles montrent qu'il y a une déformation d'empreinte et une passivité des barres qui n'est pas idéale. C'est pour ça que certains industriels se sont penchés sur la mise en place de systèmes d'empreinte optique euh, via la chirurgie naviguée pour justement, pardon, j'ai perdu le terme, je vais retrouver mes mots, pour pallier à ce problème de passivité et de déformation de l'empreinte. Je vais retrouver les mots, excusez-moi, j'ai perdu le nom du technique du truc. Ça va me revenir. Grosso modo, aujourd'hui, d'après les études, la caméra qui induit le moins de déformation pour ce type de travaux-là, c'est la PrimeScan 2. Il y a des études qui ont été faites en comparant différents systèmes caméra, et c'est cette caméra-là qui ressort comme le leader du marché, comme la plus performante, et elle est suivie de peu par la caméra 3 Shape et par la caméra Shining. Donc, vous voyez ici un exemple d'empreinte numérique pour la réalisation de deux couronnes supraimplantaires en 45 et 46. Bon, tout simplement, le protocole, il est assez simple. Vous enlevez vos piliers de cicatrisation, vous numérisez l'émergence implantaire. Sur une deuxième numérisation, vous numérisez vos scan body. Attention, les scan body sont spécifiques de la marque implantaire et ils sont spécifiques de la connectique implantaire. C'est-à-dire qu'au sein d'une même marque, vous pouvez avoir des scan body différents si vos connectiques sont différentes. Ces scan body, ils peuvent être clipsés dans l'implant, ils peuvent être vissés dans l'implant, ils peuvent être en pic ou ils peuvent être en titane. La seule différence entre les deux, c'est que s'ils sont en pic, vous pouvez pas prendre de radio pour savoir s'ils sont à fond. S'ils sont en titane, vous pouvez prendre une radio une fois que vous les avez vissés ou clipsés pour voir s'ils sont à fond au niveau de l'implant. Vous avez également des marques qui ont développé des systèmes de vis de cicatrisation, de pieds de cicatrisation, qui jouent le rôle de transfert, de scan body. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin en fait de dévisser votre pilier de cicatrisation. Et de ce fait-là, vous avez, selon les études, moins de risque de léser votre attache épithéliale. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben vous numérisez l'arcade antagoniste et l'occlusion.
Autre indication clinique de l'empreinte numérique, c'est la prothèse amovible complète numérique. Alors, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui énormément sur le sujet puisque c'est un sujet qui est assez vaste et qui fait l'objet d'une formation de 7 heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il existe différents flux de travail euh, concernant la prothèse amovible complète numérique et que le plus simple à mettre, enfin les deux plus simples à mettre en œuvre au cabinet, ce sont les flux numériques qui vont permettre le renouvellement des prothèses, c'est-à-dire des patients qui arrivent avec des prothèses qui sont adaptées, mais qui sont un peu usées parce qu'elles ont une dizaine ou une quinzaine d'années. Il est très facile, grâce aux outils numériques, de les dupliquer pour pouvoir en faire un nouveau jeu avec des dents neuves. L'autre protocole à mettre en place très facilement, c'est le flux numérique pour la mise en bouche de prothèses immédiates. C'est-à-dire mon patient arrive denté, mais malheureusement il présente une parodontite terminale. Il y a un calage dento-dentaire entre la mandibule et le maxillaire. Je peux tout à fait numériquement enregistrer, enfin numériser mes arcades, l'occlusion existante. Puis mon prothésiste, bah, lui, sur son logiciel, virtuellement, il va découper les dents, me confectionner deux prothèses totales que je vais pouvoir positionner immédiatement le jour de la chirurgie après les extractions. En revanche, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, et c'est le point le plus important pour moi, c'est que les empreintes numériques ne permettent pas en prothèse amovible d'enregistrer la dynamique musculaire. Et ça va vous imposer obligatoirement, quel que soit le flux que vous allez utiliser, de faire une empreinte physico-chimique préalable, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, dans le cadre de renouvellement de prothèses amovibles complètes, devoir marginer et surfacer vos appareils sous pression occlusale en haut et en bas, puis les numériser de façon extra-orale, les repositionner en bouche et numériser l'occlusion en bouche. Mais il est hors de question de numériser des prothèses sans réenregistrer de façon traditionnelle, de façon analogique, le joint périphérique et les organes paraprothétiques. Ça, c'est contraire aux recommandations scientifiques de la HAS. Ça, il faut le savoir. Le seul cas où vous n'allez pas faire ça, c'est dans le cas des prothèses immédiates. Pour tout le reste, il vous faudra forcément passer par un protocole hybride. Et aujourd'hui, on n'a pas de système caméra qui est capable d'enregistrer cette dynamique musculaire. Donc là, je vous ai détaillé trois protocoles d'empreinte avec les iOS pour la prothèse complète. Alors, vous pouvez scanner directement les muqueuses édentées de votre patient. Attention, c'est très compliqué, surtout à la mandibule, c'est chronophage. Et surtout, vous avez une empreinte numérique qui ne va pas vous servir à confectionner les prothèses. Vous allez avoir une empreinte numérique qui va vous servir à confectionner des porte-empreintes individuelles. Et souvent, enfin, là je vous parle par expérience, vos PEI, ils sont souvent en surextension ou en sous-extension. Parce que il y a une déformation en fait de l'empreinte il y a une précision de l'empreinte qui est plus faible que si vous faisiez deux empreintes alginates à l'aide de porte-empreintes de Schrinemaker. Donc moi, mon avis, et ça c'est uniquement un partage d'expérience, cette technique-là, ne l'utilisez pas pour numériser des arcades édentées, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de la précision. Deuxième possibilité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'utiliser une prothèse existante que l'on va réadapter en bouche, c'est-à-dire que l'on va marginer et surfacer,
et que l'on va numériser de façon extraorale pour en faire un duplicata virtuel qu'on va envoyer au prothésiste. Ça, c'est le pendant de la technique analogique qu'on a tous fait, c'est-à-dire réadapter un appareil en bouche et l'envoyer au laboratoire de prothèse pour qu'il se serve de cette empreinte, de cet appareil réadapté comme empreinte secondaire. Et après, pour enregistrer l'occlusion, vous allez numériser avec votre caméra en bouche l'occlusion droite et l'occlusion gauche. En revanche, il faut quand même que vous ayez des caractéristiques au niveau de votre prothèse qui soient stables, c'est-à-dire que vous ayez une prothèse qui soit pas trop altérée, que ce soit au niveau du rapport maxillo-mandibulaire des plans d'occlusion ou au niveau du joint périphérique et des bords de votre prothèse. Sinon, il faudra passer par un autre protocole. Et enfin, vous allez pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, soit à l'aide d'une empreinte physico-chimique, soit à l'aide d'une empreinte numérique, faire par votre laboratoire des PEI maquettes, des porte-empreintes personnalisées que vous allez réadapter à l'aide d'un biomatériau d'enregistrement et que vous allez numériser de façon extraorale. Je passe un petit peu vite parce que c'est assez long à expliquer. Là, il faudrait vraiment faire la formation pour le coup prothèse amovible. C'est pas que je veux à tout prix vendre cette formation-là, mais c'est assez, il y a vraiment beaucoup de flux de travail à expliquer. Il y a vraiment beaucoup de trucs et astuces à expliquer. Il faut voir des cas cliniques concrets pour pouvoir comprendre les différents flux de travail en prothèse amovible numérique. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes. Avec vos outils caméra, vous pouvez, on l'a un peu évoqué tout à l'heure aussi, faire des projets prothétiques et esthétiques virtuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des logiciels caméra qui sont capables de fusionner une empreinte optique avec la photo du patient et à l'écran, sur le logiciel de votre caméra, vous allez pouvoir concevoir virtuellement le futur sourire de votre patient. C'est-à-dire ce que vous faisiez habituellement avec un calque sur PowerPoint où vous incluez des dents dans le visage du patient, dans les photos visage du patient, bah là, vous allez le faire en direct sur votre logiciel caméra. Et grâce aux IA qui sont intégrés à ces logiciels, c'est lui qui va vous tracer toutes les lignes remarquables du visage, c'est lui qui va vous inclure les dents au bon endroit, qui va vous faire varier les proportions et vous donner la forme des dents la plus adaptée au visage de votre patient. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et après, vous pouvez pousser le process un peu plus loin, c'est-à-dire vous pouvez faire du 3D, mais vous pouvez faire aussi du 4D, c'est-à-dire vous pouvez fusionner votre empreinte optique avec les volumes osseux du DICOM de votre Conbeam, avec l'enregistrement de l'occlusion dynamique, avec le face scan, avec le scan facial, et créer un véritable avatar virtuel de votre patient. Ça aussi, c'est possible, mais ça demande un petit peu d'expérience dans la manipulation des fichiers informatiques et dans l'établissement du projet prothétique. L'avantage, par contre, de faire ça, alors beaucoup de commerciaux, beaucoup d'industriels ou même des praticiens dans des formations vont vous dire c'est la communication avec le patient. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je prends un peu ma casquette aussi de praticien qui a fait un DU d'expertise, c'est qu'à partir du moment où vous montrez et vous transmettez ces données-là à votre patient, vous sortez en fait de l'obligation de moyens et vous entrez dans une obligation de résultat esthétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez promis à votre patient, vous lui avez dit, à la fin, votre sourire, ça va être ça. Si le sourire, il n'est pas comme ça à la fin, vous pouvez vous retrouver avec des patients qui vous embêtent un petit peu. Moi, cet outil-là, je le vois plutôt dans un partage avec le laboratoire de prothèse, avec le prothésiste. C'est-à-dire lui indiquer vraiment le type de dent que je veux pour mon patient, où est-ce que je veux mettre mon milieu interincisif, comment je veux positionner mes dents par rapport à la lèvre. Ça a de l'intérêt. Le montrer à mon patient, pourquoi pas, mais en prenant toutes les précautions nécessaires dans mes explications orales.
Et après, bah, plus vous allez investir dans des logiciels différents, associés au logiciel caméra, plus vos coûts ils vont augmenter, plus vous allez devoir vous former. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être déléguer cette partie-là, ou au moins la faire en partenariat avec votre prothésiste. Alors, je vous ai mis quand même une petite analyse comparative au niveau de la littérature entre une empreinte optique et une empreinte physico-chimique. Pour des restaurations unitaires, pardon, je vais un peu vite. Voilà. Pour des restaurations unitaires, la précision, elle est comparable entre une empreinte numérique. Ça peut paraître paradoxal ce que je vais vous dire, mais selon les études, la précision est relativement comparable sur des petites restaurations entre des matériaux à empreinte de haute qualité et une empreinte numérique. En revanche, là où l'empreinte numérique va se distinguer, c'est quand on a des restaurations multiples qui vont jusqu'à des réhabilitations complètes d'arcade, que ce soit sur dents ou sur implant, où là, on va gagner clairement en précision. Pour les praticiens qui font de la CFAO direct, c'est-à-dire du chairside, qui vont non seulement acquérir les données numériques, mais aussi concevoir et fabriquer au cabinet, vous allez réduire de 80% le temps fauteuil selon la procédure que vous utilisez. Donc ça peut être intéressant en termes de gain de temps. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau du coût, globalement, l'investissement de départ pour les systèmes numériques est supérieur à ce que vous aviez avant avec des empreintes physico-chimiques. Mais là où vous allez gagner en rentabilité, c'est par la diminution du temps que vous allez passer au fauteuil et par la diminution du nombre de séances que vous allez faire pour mener à bien un protocole de soins. Vous allez également avoir un retour patient qui est meilleur. Et là, il y a des audits qui ont été faits auprès des patients et globalement, il y a 80% des patients qui préfèrent avoir une empreinte optique qu'une empreinte physico-chimique parce que c'est plus confortable pour eux. Vous allez avoir une réduction des délais de laboratoire. Donc ça vous permet de mener à bien des traitements beaucoup plus rapidement. Et vous allez avoir 20% de temps fauteuil en moins. Donc vous allez désengorger votre agenda, ce qui va vous permettre d'avoir une prestation de service pour d'autres patients qui est améliorée. Vous allez voir plus de monde. Donc forcément, vous allez avoir une répercussion financière aussi derrière et un service patient qui est augmenté. Vous allez également, avec le numérique, augmenter l'image de marque de votre caméra, de votre cabinet, pardon. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Souvent, vous allez avoir vos patients qui vous disent, mais j'ai jamais eu ça, c'est génial, et vous êtes équipé dernier cri, et c'est très bien, et ci et ça. Et souvent, quand les patients vont voir à l'écran leur bouche en 4:3 là, sur votre grand écran, bah, ils vont vous dire, mais c'est quoi ce truc noir là que j'ai sur la molaire? Ah bah, c'est votre plombage, madame, vous l'avez juste depuis 35 ans. Ah, mais c'est moche. On peut pas le changer? Bah si, mais du coup, il faut faire un onlay, alors je vais vous faire un devis. Ah bah oui, mais on va le changer. Et en fait, ça permet aussi une meilleure compréhension du traitement que vous allez faire à vos patients, et quelque part, ça va aussi augmenter le taux d'acceptation de vos devis. Tout ça par la communication. Il y a aussi une concurrence, certes saine, mais entre les cabinets, qui peut vous permettre de vous dégager aussi de la concurrence des cabinets environnants. Si vous êtes équipé dernier cri, c'est des choses que les patients vont remarquer.
Et enfin, vous allez pouvoir aussi montrer la qualité de votre travail aux patients, mais aussi à votre équipe, à votre assistante. Par exemple, elle voit ce que vous faites en direct sur l'écran. Ça, c'est important. Et vous allez voir que vous, au fil du temps, au fil de l'utilisation de l'empreinte optique, et à force de voir vos préparations en macro, avec les coups de fraise, avec les zones de contre-dépouille, avec le manque de polissage, bah, vous allez être plus exigeant envers vous-même et vous allez aussi upgrader vos compétences. Et bien sûr, vos patients, ils vont être contents parce que s'ils passent moins de temps sur le fauteuil, s'ils ont un nombre de séances cliniques qui est plus réduit, bah, s'ils peuvent en gros vraiment partir le plus vite possible de votre cabinet, bah, ça, ils vont être contents pour le coup. Alors, pour intégrer une caméra à votre cabinet, il y a, j'espère que je dépasse pas trop, Xavier, tu me dis hein, si jamais je suis un peu trop long. Ouais, on a dépassé l'heure là, mais Ouais, j'ai ouais. bientôt fini. C'est bientôt la fin. Euh, L'idée, alors pour ça, on pourra peut-être plus le répondre au cas par cas avec les questions, mais c'est de savoir comment vous êtes organisé dans votre cabinet. C'est-à-dire, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis à plusieurs? Est-ce que je vais partager la caméra entre différentes salles de soins ou non? Est-ce que je veux avoir recours à une unité mobile et à ce compte-là, il faut que j'ai une salle de soins qui soit organisée pour pouvoir positionner mon écran face à moi? Est-ce que je vais avoir une installation en serveur? Est-ce que je vais avoir une installation en pod, c'est-à-dire avec un ordinateur portable posé sur ma paillasse derrière moi ou devant moi sur une carte mobile? Ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir à l'achat. Bien sûr, il faut vous former, mais il faut aussi former votre équipe. C'est très important, que ce soit le laboratoire ou que ce soit vos assistantes ou assistants dentaires, sur les protocoles de nettoyage, d'hygiène et de stérilisation du matériel. Les assistants assistantes vont également vous aider à travailler plus vite puisque ce sont eux qui vont vous préparer les dossiers patients, qui vont envoyer les empreintes au laboratoire de prothèses, qui vont faire le rapprochement entre les empreintes qui ont été faites dans la journée et celles qui sont réellement envoyées pour voir, pour vérifier que tout a bien été envoyé avant de partir le soir. Ça, c'est des choses que vous pouvez déléguer à votre équipe. Et enfin, ces outils numériques, ces systèmes caméra vont vous permettre de communiquer avec votre patient, votre prothésiste et votre équipe pour valoriser les soins que vous faites. Quelques trucs et astuces pour terminer. Si vous avez de la buée sur votre miroir d'embout de caméra, ça arrive fréquemment. Vous pouvez demander à votre patient de respirer par le nez pour éviter la formation de la buée sur le miroir. Si vous avez de la buée, c'est peut-être aussi que votre caméra l'a pas assez chauffée. Donc attendez un petit peu parfois qu'elle ait chauffé un peu plus. Si vous avez beaucoup de métal en bouche, parfois le métal peut être trop réfléchissant et un petit peu à la manière de ce que je vous expliquais tout à l'heure concernant les muqueuses édentées, il faut matifier pardon, les surfaces métalliques en utilisant une poudre, un spray spécial pour que la lumière soit moins réfléchissante et que ça n'entrave pas le recueil des données par votre caméra. Faites-vous aider par votre assistante pour aspirer la salive, écarter la langue et les joues, sécher les surfaces pendant l'empreinte. Respectez les stratégies de numérisation, ça c'est très important, et surtout regardez l'écran, ne regardez pas dans la bouche de votre patient. Vous allez être confronté à la numérisation de zones édentées. Il faut toujours que vous ayez donné à votre caméra au préalable des zones repères, et ces zones repères, elles sont soit les dents existantes, et vous repartirez de la numérisation des dents existantes, soit des structures anatomiques, type papille palatine, bosse canine, etc., tubérosité, etc., etc.
Pour les cas complexes, n'hésitez pas à combiner des empreintes, c'est-à-dire des empreintes de pré-préparation et des empreintes de numérisation de vos préparations. Je rentrerai pas dans le détail ce soir, c'est un petit peu long. Ça, si vous souhaitez le voir, il faudra faire la formation sur l'empreinte numérique. Alors j'avais mis une petite vidéo, mais si on est un peu en retard, Xavier, je suis peut-être pas obligé de la passer. C'est juste pour illustrer une numérisation en direct d'un de mes confrères, qu'avait fait un de mes confrères au cabinet. Tu me dis On peut si. la passer, puis on peut Ouais, commencer à répondre aux questions en même temps. Je pense on on peut faire peut. les deux Ouais. en même temps. Euh, j'ai des questions par rapport à la poudre de matification que tu utilises. Oui, Est-ce que des poudres classiques qu'on trouve chez nos fournisseurs habituels? exactement. Par exemple, c'est l'Optispray qui est commercialisé, je crois, par Danceply. C'est ce type de poudre-là, c'est des poudres intrabuccales en fait, qu'on utilisait, tu sais, à l'époque du CEREC, quand il fallait à chaque D'accord, fois poudrer les surfaces pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir faire une empreinte optique. Mais ça, tous les fournisseurs l'ont, hein. d'accord. Et c'est les mêmes poudres que ce soit pour les muqueuses ou pour les couronnes en métal? Ouais, tout à fait, c'est les mêmes poudres. D'accord. C'est Ok. les mêmes poudres. Donc là, on commence à voir, je me fais Vas-y, tu fais le je me fais commentateur. l'interprète. Donc là, on commence à voir la- la manipulation de la caméra. Voilà, Donc en fait, on peut observer en effet que le praticien suit sur l'écran et pas dans la bouche du patient. voilà. Alors là, tu vois, moi j'ai un tout petit regard critique, c'est que pour moi, son ordinateur n'est pas hyper bien positionné. Il devrait être Ouais. un peu plus face à lui. Mais c'est peut-être aussi du fait de l'ergonomie de la salle. Donc là, l'assistante, elle l'aide Mhm. À l'aspiration. préparation, parce qu'il y avait une petite reprise à faire au niveau de la préparation, je pense. Il fait ça à ce Mhm. moment-là. Et il renumérise en fait uniquement la zone Qu'il a retouché. à retoucher. Voilà. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle où en effet ça révolutionne un petit peu. J'ai pas la connaissance de tous les systèmes, mais est-ce que globalement sur tous les systèmes il y a quand même une marge de progression qui se fait assez rapide parce qu'on est quand même très Oui, aidé par les logiciels. En fait, on est quand même très ouais, guidé dans enfin il y a un séquençage qui est quand même bien indiqué et qui nous guide beaucoup quand même. ouais, tout à fait. Je pense que c'est pareil sur l'ensemble des marques. Oui, 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 tout à fait. On va dire que sur les cas simples, aujourd'hui, les logiciels, vraiment, c'est presque un assistant, c'est-à-dire que tout est intuitif, c'est assez facile, assez rapide. Ouais. Là où, par contre, va y avoir un palier à franchir, c'est quand on passe sur des cas plus complexes, c'est-à-dire des Oui, oui, cas oui. où il y a Où il y a une recherche d'occlusion, enfin qu'on voilà, n'a il y a pas une recherche d'occlusion. d'occlusion, Ouais, il y a de la muqueuse édentée de partout, on est ouais, sur des bridges complets sur un plan, des choses comme ça. ouais, ouais. Ou quand on combine parfois aussi prothèse amovible partielle plus prothèse conjointe. Oui, C'est-à-dire par exemple les patients à qui il faut faire des couronnes de prémolaire à prémolaire, plus un stélite derrière, tu vois. ouais, ouais. Oh, il y a une question d'une consoeur qui demande est-ce que l'on arrive quand même à pouvoir faire les choses sans assistante? Alors oui, on peut. C'est une aide, enfin, c'est comme tout, enfin, C'est, c'est comme voilà, c'est comme tout. le C'est-à-dire travail que de. l'assistante, on va lui demander son aide quand on est face à un cas clinique, enfin, quand on est avec un patient où on sent qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire une langue massive, une hypersalivation, une faible ouverture buccale, un patient qui peut être un peu stressé, des choses comme ça. Mais quand on est sur une numérisation simple, il y a peut-être même parfois pas besoin d'appeler l'assistante. Oui, exactement. Et même moi, je dirais, par expérience personnelle, c'est que ça permet aussi de libérer l'assistante Exactement. pour de la sté, sur des cas en effet assez simples, des numérisations au maxillaire, on n'a pas besoin forcément d'elle, donc ça va être Tout beaucoup plus simplement, facile et ça peut lui libérer du temps en effet. des fois, moi, elle est juste derrière moi, mais elle commence déjà à remplir la fiche laboratoire Ah ouais, ou elle commence déjà à traiter l'empreinte pour pouvoir l'envoyer, quoi. ouais, tout à fait. Alors, j'ai une question, donc ça on a répondu. Hum.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a un coût total qui s'avère moins onéreux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Alors, d'une façon générale, oui. Mais par contre, il y a quand même certains systèmes caméra qui sont plus onéreux que d'autres. Et il y a des marques qui ont maintenu des tarifs qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Mhm. Ça va dépendre. C'est toujours pareil, ça va dépendre de je fais toujours le comparatif avec les voitures, mais tu vas avoir des très bonnes voitures qui sont accessibles à 25 000 euros, qui vont te permettre de rouler, d'aller d'un point A à un point B sans avoir de problème, tu vas être confortable dedans. Et puis tu as des voitures qui ont une gamme de prix qui est plus haute parce que tu recherches aussi un certain standing. Bah Mhm. là, c'est un peu la même chose avec les caméras aujourd'hui. Je te laisse terminer sur ta dernière diapo. Alors tout simplement, pour la petite phrase de conclusion que j'ai mis, c'est que il faut oser rompre vos habitudes. Si vous êtes des praticiens qui n'ont pas encore sauté le pas du numérique, faut pas avoir peur, faut oser. C'est pas parce que vous allez avoir une petite rupture de vos habitudes et que vous allez avoir une courbe d'apprentissage à suivre que c'est insurmontable, quel que soit votre âge. Oui, c'est vrai que ça perturbe, ça perturbe un petit peu. C'est un changement de nos habitudes et comme tout changement, c'est compliqué, mais en fait, il y a quand même des réels avantages derrière, hein, notamment un gain de temps, un gain de Ouais. précision. euh, Ouais, donc c'est quand même, ça offre quand même beaucoup d'avantages et généralement, on est toujours satisfait. c'est ça, exactement. J'ai une question. Il y a une personne qui demande si l'empreinte, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, est-ce que l'empreinte aligne les corps est-elle possible? Bien sûr. Alors, j'ai pas pu évoquer tous les cas cliniques, mais évidemment, l'empreinte pour faire des inlay corps, que ce soit des inlay corps standardisés ou des inlay corps anatomiques, ou même des inlay corps à clavette, est possible avec le numérique. Euh, je recommande même de passer par le numérique pour cela, parce qu'aujourd'hui, on a une précision d'adaptation des inlay corps qui est supérieure avec le numérique versus technique traditionnelle. Et on a aussi un peu comme comme pour les implants, les scan body, on a Des euh, scans post, des scans des post, là. transferts en fait, des transferts d'empreintes. Alors, le scan post ne sera à utiliser que si on souhaite la réalisation d'inlay corps standardisés. Mhm. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser un scan post si on veut faire des tenons anatomiques purs. En revanche, pour les praticiens qui sont férus de tenons anatomiques, ce qu'il faut savoir, le critère important dans le choix de la caméra, c'est la profondeur de champ. Faut acheter une caméra qui a une profondeur de champ qui est suffisante pour aller numériser jusqu'au fond du puits de forage. Et ça, c'est pas toutes les caméras qui le font. Les prime scan le font très bien et les Medit le font très bien. En revanche, une caméra 3 shape, enfin une des caméras 3 shape, elles ne sont pas faites pour faire de l'inlécore anatomique. Elles ont pas une profondeur de champ suffisante. Avant, on pouvait avec la fonction zoom, mais ils l'ont annulé, donc on peut moins. Alors ils l'ont annulé, elle se fait un peu de façon automatique avec l'IA, Ouais, mais d'une façon générale, ce sont des caméras qui n'ont pas une bonne profondeur de champ. d'accord. Comment on réalise l'empreinte d'un tenon anatomique? Bon, bah, ça, de toute façon, je pense que c'est comme les autres, hein, on est guidé, vous inquiétez pas. Oui, alors bah, je peux même répondre, c'est très simple en deux mots. C'est un peu le même protocole que ce qu'on a vu avec l'empreinte supraimplantaire. C'est-à-dire que sur une première numérisation, on va numériser la préparation périphérique, le box interne du forage et au plus bas possible, on va dire, dans le puits de forage. Et sur une seconde numérisation, on va numériser le scan post et après l'arcade antagoniste et l'occlusion. Très bien. Et, euh, et que pensez-vous de la Shining Elf pour un exercice omni sans implanto et en première caméra? Merci. Et la personne te remercie. Alors, j'ai pas entendu la chaîne quoi?
La Shining Elf, ça doit Ah, être la ça. Shining, pardon, j'ai Ouais. compris la chaîne. Alors la Shining, c'est plutôt une caméra qui est assez polyvalente et qui, pour moi, présente un très bon rapport qualité-prix. Ok. Donc je dirais que oui, c'est un investissement qui peut avoir du sens. Et la caméra Imprivotexis, Alors celle-ci, je ne l'ai pas testée puisqu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, J'aurais du mal à répondre à cette question-là parce que je ne l'ai pas encore testée, mais je sais que l'ancienne version de la caméra d'Exis, j'avais un peu, mais c'est peut-être personnel, après c'est difficile de répondre, mais en termes d'ergonomie de caméra, on avait une caméra qui était assez légère, qui était assez sympa, mais par contre qui était assez grosse à prendre dans la paume de la main. Donc ça, moi, je trouvais ça un peu perturbant. Et puis en termes d'acquisition, on n'était pas sur une qualité d'image extraordinaire. parfait. Ils l'ont Je te peut-être laisse, amélioré avec l'Imprevo, hein, ça, faut tester. je te laisse quitter le diaporama. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie vivement pour tout cet exposé et puis tous tes conseils. Et voilà, j'espère que ceux qui sont pas équipés seront motivés pour passer. Il faut. Passer à l'acte, passer à l'achat, même si on n'a pas du tout de, de, comment dire, d'action chez nos revendeurs, mais voilà, je pense que c'est réellement un changement de notre exercice et qui amène beaucoup de gains. On a parlé des formations que tu donnais avec l'UFSBD, donc je rappelle qu'il y a deux dates qui peuvent vous être proposées si vous allez sur notre service formation, UFSBD formation. Il y en a eu, les deux sont en juin. La première est sur l'empreinte optique en général et c'est le 8 juin, et l'autre c'est pour les prothèses en empreinte numérique, les prothèses amovibles, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la Même la prothèse prothèse amovible. partielle et la prothèse amovible complète, ouais. Ouais. Et donc c'est le 29 juin. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de renseignements, à cliquer sur le site de l'UFSBD Formation. Bah, c'est vrai que là, pour le coup, on pourra vraiment plus rentrer dans le détail des protocoles cliniques parce que c'est des formations de 7 heures. Donc, on peut vraiment plus aller dans le détail, ce qui est parfois difficile à faire sur une conférence de 45 minutes. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 20h30, donc on va couper. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. Je te remercie, Benjamin, de l'avoir animée. Et Merci. puis, à une prochaine. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.